Nous sommes en 1943. Une ampoule nue balance au plafond, projetant une lumière crue sur une table métallique. Un homme amaigri, le visage tuméfié, les mains attachées derrière le dossier d'une chaise, respire difficilement. En face de lui, un officier allemand regarde sa montre, puis se penche, presque aimable. 24 heures, Moulin. Après, ce sera trop tard. Pour vous et pour vos amis. 24 heures pour briser tout ce qu'il a construit. 24 heures pour faire tomber les réseaux de résistance dans toute la France. 24 heures pour transformer un patriote en traître ou en martyr. Ce prisonnier à bout de force, que la Gestapo appelle avec mépris le préfet terroriste, est pourtant, dans une autre vie, un fonctionnaire modèle, un homme poli, réservé, presque timide, et, plus incroyable encore, c'est un passionné de dessin qui, pendant des années, s'est demandé s'il ne devait pas tout abandonner pour devenir simple artiste. Pour comprendre comment Jean Moulin est passé de la douceur de l'aquarelle à la table de torture de la Gestapo, il faut revenir loin en arrière, revenir au tout début, dans une petite ville du sud de la France, où un enfant découvre en même temps les couleurs de la lumière méditerranéenne et les ombres de la violence politique. Béziers, été 1899. Les cigales hurlent dans l'air chaud, les vignobles dessinent des lignes vertes à perte de vue, et dans une maison modeste, rue d'Alsace, un nourrisson vient de naître. Jean, fils d'Antoine-Émile Moulin, instituteur laïque, républicain convaincu, et de Blanche, mère. Attentive, discrète, mais d'une fermeté tranquille. Le premier cri de Jean retentit dans une France encore secouée par l'affaire Dreyfus, déchirée entre justice et antisémitisme, armée et république. La politique, dans la famille Moulin, n'est pas un sujet lointain réservé aux journaux. Elle s'invite à table, au petit déjeuner, au dîner, dans les conversations du soir. Antoine-Émile, moustache sévère mais regard doux, parle de la République comme d'une promesse sacrée. L'école pour tous, la liberté, de conscience, la dignité des plus humbles. Le jeune Jean, lui, écoute en silence et dessine sur les marges de ses cahiers des silhouettes de maîtres d'école, d'ouvriers, de soldats. Il a 7 ans quand, en 1907, la région s'embrase. La révolte des vignerons secoue tout le Languedoc. Des milliers d'hommes et de femmes descendent dans les rues, brandissant des pancartes, chantant la colère des pauvres, réclamant justice face à la misère. Un jour, son père le prend par la main et l'emmène à distance respectable voir la foule. Jean n'a pas le droit de s'approcher, mais il voit les drapeaux, entend les slogans, distingue les chevaux de la gendarmerie qui attendent, nerveux. Ce soir-là, au lieu de faire ses devoirs, il sort son crayon. Sur une feuille, il esquisse les silhouettes des manifestants, exagère les moustaches des gendarmes, accentue la rigidité des militaires. Son premier geste politique est un dessin, une satire involontaire, naïve, mais déjà habitée par un regard aigu sur le pouvoir et ceux qui le subissent. À l'école, il travaille bien, sans être un prodige. Ce qui frappe ses maîtres, ce n'est pas seulement ses bonnes notes, mais cette curiosité grave, cette façon de poser des questions, qu'on n'attend pas d'un enfant. À la maison, sa sœur Laure, plus âgée, l'observe noircir des cahiers entiers de croquis. Il dessine tout. Ses camarades de classe, les notables du coin, le curé, toujours avec ce même mélange de précision affectueuse et de malice. Dans la cour, un autre garçon attire l'attention. Fils d'un notable conservateur, brillant, sûr de lui, déjà certain d'avoir un destin. Il parle fort, aime commander les jeux, rêve d'être député ou général. Entre lui et Jean, une rivalité silencieuse s'installe. L'un mise sur le pouvoir, l'autre sur l'intelligence. Ils ne s'affrontent jamais frontalement, mais chacun sait que l'autre existe, que l'autre incarne un choix de vie différent. Le temps passe. Jean devient adolescent, ses traits s'affinent, son regard se durcit. Sur les murs de la maison familiale, quelques-uns de ses dessins sont affichés, mais son père insiste. Le dessin, c'est bien, Jean, mais il faut un métier, un vrai. Le pays a besoin d'hommes instruits, pas seulement d'artistes. Le pays, justement, s'enfonce dans la catastrophe. En 1914, la guerre éclate. Jean a 15 ans, il voit les hommes du village partir au front, la fleur au fusil, et revenir, quand ils reviennent, mutilés, brisés, silencieux.
À l'âge où il devrait penser à découvrir le monde, il découvre les listes de morts affichées sur les murs des mairies. Il veut s'engager, comme tant de jeunes de son âge, mais il est trop jeune. Et quand il est enfin appelé, en 1918, la grande boucherie touche à sa fin. Il ne connaîtra pas les tranchées comme ses aînés, mais il en porte l'ombre. 1 400 000 Français sont tombés. Il observe les amputés dans les rues, les veuves en noir, les orphelins. Cette guerre lui laisse une conviction. La France doit être mieux gouvernée. Pas par les héros de salon, mais par des serviteurs de l'État qui savent écouter et agir. Après l'armistice, Jean suit des études de droit à Montpellier. Les amphithéâtres sont froids, les cours parfois monotones, mais lui, pendant que les professeurs parlent de codes et d'articles, s'amuse à les caricaturer sur ses cahiers. Certains enseignants s'en amusent, d'autres le regardent avec méfiance. Un en particulier, sévère, méprisant, lui répète « Monsieur Moulin, avec votre esprit trop critique, vous n'irez pas loin dans l'administration. » Dans le même cours, un autre étudiant prend des notes avec une concentration impeccable. C'est le fils de notable de Béziers, son rival d'enfance, qui a lui aussi choisi le droit et vise les concours prestigieux. On les compare souvent. On murmure que l'un fera une carrière brillante dans les cabinets ministériels, tandis que l'autre s'éparpillera dans les dessins et les rêves. La tension monte autour de lui. Le pays est en reconstruction, le chômage augmente, les grèves se multiplient, les journaux parlent d'agitation bolchevique, d'extrémistes de droite, de peur du désordre. Jean suit tout cela de près, mais il sent qu'il ne veut pas être seulement spectateur, il veut être au cœur de la machine, dans ces préfectures où se prennent les décisions qui peuvent éviter qu'une manifestation ne se transforme en massacre. Une nuit, alors qu'il est penché sur une aquarelle et qu'un formulaire d'inscription au concours administratif est posé près de lui. Il comprend que l'heure est venue de choisir, le délai pour déposer son dossier expire le lendemain. Pinceau dans une main, stylo dans l'autre. Devenir artiste sans sécurité, au risque de décevoir son père, ou plonger dans l'administration, avec l'espoir de changer les choses de l'intérieur. Il repose son pinceau, signe le formulaire. Le temps de l'hésitation est fini. Le futur résistant naît ce soir-là dans un geste très simple, une signature au bas d'une feuille de papier. En 1921, Jean Moulin entre dans l'administration préfectorale, d'abord simple, attaché à la préfecture de l'Hérault. Il découvre le monde des bureaux, des télégrammes, des rapports codés, des coups de téléphone tardifs. Rien de spectaculaire, mais derrière chaque dossier se cache une vie. Un paysan ruiné, un maire sans budget, un village menacé par une crue. Son sérieux, sa capacité de travail, son habileté à déminer les conflits ne passent pas inaperçus. Il n'a pas encore 30 ans quand il devient sous-préfet, l'un des plus jeunes de France. Cette nomination fait grincer des dents. À Paris, certains vieux routiers de l'administration estiment qu'il n'a pas assez patienté, pas assez courbé l'échine. Parmi eux, un nom revient souvent dans les couloirs, celui d'un autre haut fonctionnaire, plus âgé de quelques années, issu du même moule universitaire que lui, c'est son rival silencieux, celui qui coche toutes les cases de la carrière parfaite, docile, sans aspérité, toujours d'accord avec le pouvoir en place. Jean, lui, commence à se faire une réputation d'homme trop à gauche, trop proche des radicaux socialistes, trop sensible aux revendications des ouvriers. Dans une France où la peur du rouge grandit, ce profil n'est pas forcément un atout. À Thonon, à Albertville, puis dans d'autres sous-préfectures, il apprend le métier sur le terrain. Un hiver, les rivières débordent, inondant des hameaux entiers. En quelques heures, il doit organiser des secours, trouver des abris, réquisitionner des salles, négocier avec les élus locaux paniqués. La montre au poignet, il calcule ce qu'il peut faire avant la tombée de la nuit, quand le froid deviendra mortel pour ceux qui dorment dehors. Le temps n'est plus une abstraction, c'est un adversaire. Chaque minute perdue peut coûter une vie. Une autre fois, une grève éclate dans une petite usine. Les ouvriers bloquent l'entrée, les patrons menacent de licencier tout le monde, la tension est explosive. Le préfet du département, plus dur, est prêt à envoyer la troupe. Jean, lui, demande quelques heures. Il se rend sur place, parle aux ouvriers, écoute leurs doléances, puis négocie avec la direction. Il sait qu'avant la fin de la journée, une décision sera prise à Paris, et que si rien n'est réglé, l'ordre de force brute tombera. À peine la nuit est-elle tombée qu'un accord est trouvé. Pas parfait, pas historique, mais suffisant pour éviter le sang.
À son retour, il n'y a ni article dans les journaux, ni félicitations officielles, juste une note discrète dans un dossier. C'est montré habile médiateur. Pendant ce temps, son rival, lui, aligne les décorations et les postes prestigieux en se contentant d'obéir. Parallèlement, Jean n'abandonne pas le dessin. Sous le pseudonyme de Romanin, il publie des croquis, des caricatures, expose parfois dans de petites galeries. Son double artistique vit à côté de son double administratif. Deux existences parallèles, comme deux rails qui se rapprochent sans encore se rejoindre. Cette capacité à se dédoubler, à être officiellement une chose et officieusement une autre, sera l'un de ses atouts les plus précieux. Dans les années sombres à venir, les années 1930 s'ouvrent sur une Europe inquiète. La crise économique frappe, les régimes autoritaires se multiplient. En Italie, Mussolini défile en chemise noire. En Allemagne, Hitler grimpe les marches du pouvoir. En France, les ligues d'extrême droite paradent. Les communistes promettent la révolution. Le centre vacille. Jean, qui a toujours été proche des idées républicaines et sociales, se sent de plus en plus en décalage avec une partie de sa hiérarchie, frileuse, obsédée par le maintien de l'ordre à tout prix, mais c'est aussi à cette époque qu'une rencontre va donner un tournant à sa carrière. Au milieu des années 1930, il croise la route de Pierre Cot, jeune ministre de l'Air, proche du Front populaire, lui aussi viscéralement attaché à la démocratie. Co-repère chez ce sous-préfet discret une intelligence vive, un sens politique rare, une loyauté solide. Il l'appelle à ses côtés. Dans les rouages plus secrets du pouvoir central, Jean devient l'un de ses collaborateurs, bientôt son chef de cabinet. D'un coup, le voilà projeté au cœur de Paris, dans les couloirs vibrants des ministères, au milieu des crises gouvernementales, des séances de nuit à la Chambre, des téléphones qui sonnent sans arrêt. Il découvre un autre rythme, un autre type de pression. Ici, les décisions se prennent parfois en quelques heures, sous la menace d'une crise internationale ou d'un scandale médiatique. En 1936, la guerre civile éclate en Espagne. À Madrid, à Barcelone, les républicains affrontent les troupes franquistes soutenues par Hitler et Mussolini. En France, le gouvernement du Front populaire hésite entre solidarité idéologique et prudence diplomatique. Pierre Cot, lui, ne veut pas laisser tomber les républicains espagnols. Dans les bureaux feutrés du ministère de l'Air, on met en place discrètement des réseaux pour que des avions, des pièces détachées, parfois des pilotes, puissent parvenir aux forces républicaines. Jean Moulin se retrouve au centre de ce dispositif fragile. Il travaille sur des dossiers qui portent des cachets confidentiels, très urgents. Il sait que le temps joue contre eux. Chaque jour, chaque semaine de retard, c'est une ville espagnole de plus qui tombe, un espoir qui s'éteint. Les accords de non-intervention se discutent, les pressions diplomatiques s'intensifient. S'ils n'agissent pas vite, tout sera bloqué, surveillé, interdit. Dans ces journées-là, la montre ne quitte plus son poignet. Il signe des ordres de mission, rédige des notes codées, organise des transferts sous couvert de livraison commerciale. Il lui arrive de passer des nuits entières au ministère, les yeux rougis par le manque de sommeil, avec la sensation physique que les heures se contractent, que la fenêtre d'action se referme. À chaque fois qu'un avion décolle enfin vers l'Espagne, c'est une victoire minuscule contre le temps, contre la peur, contre la résignation. Mais cette activité clandestine, bien que couverte par un ministre, n'est pas du goût de tout le monde. Dans les coulisses, ses adversaires politiques guettent la moindre faille. Des journaux de droite attaquent Pierre Cot, l'accusent de trahir la neutralité française, de flirter avec le communisme. On lance des enquêtes, on fouille les comptes, on examine les nominations. Le nom de Jean Moulin commence à circuler dans les rapports internes. Un fonctionnaire trop engagé, trop marqué, trop proche des milieux de gauche. Son rival de toujours, quant à lui, se fond dans le décor du pouvoir, prêt à servir n'importe quel gouvernement, quelles que soient ses orientations. Pour lui, ce n'est pas une question de conviction, mais de carrière. Et dans l'administration, cette attitude-là est souvent récompensée. La pression monte encore d'un cran quand la situation internationale s'aggrave. En 1938, les accords de Munich sont signés. On sacrifie la Tchécoslovaquie en échange d'une promesse de paix douteuse. Une grande partie de la classe politique française se félicite d'avoir sauvé la paix. Jean, lui, ressent un malaise profond. Sous ses airs policés, il bouillonne. Il a la sensation d'assister à une gigantesque fuite en avant, à un mensonge collectif.
Il écrit à des proches, dessine des caricatures féroces des pacificateurs, qui se tiennent fièrement sur les marches de l'avion de retour de Munich. Pourtant, malgré les attaques, malgré la méfiance d'une partie de l'appareil d'État, sa compétence oblige. En 1937, il est nommé préfet de l'Aveyron, à Rodez. C'est une reconnaissance éclatante. À même pas 40 ans, il rejoint le cercle très fermé des préfets. Pendant que son rival savoure une carrière lisse mais sans éclat, Jean, lui, devient l'un des plus jeunes préfets de France. À Rodez, il applique la même méthode qu'auparavant. Écoute, dialogue, fermeté sans brutalité. Il se rend dans les petites communes, discute avec les paysans, visite les usines, s'intéresse aux conditions de vie. Cela surprend, parfois dérange. Un préfet qui se déplace autant, qui parle vraiment avec les gens, ce n'est pas si courant. Les notables locaux le trouvent un peu trop curieux, un peu trop proche des petites gens. À Paris, certains ne l'ont pas oublié. Les sympathies de gauche de Jean Moulin sont passées auprès de Pierre Cot. Ses dessins mordants n'ont pas disparu de son dossier. Alors qu'il donne le meilleur de lui-même dans ce département rural, d'autres travaillent déjà, en coulisses, à limiter son ascension. Des lettres anonymes circulent, des rapports souterrains s'échangent. On souligne qu'il s'écarte parfois de la neutralité traditionnelle de l'administration. Mais là encore, ses résultats le protègent. En 1939, tandis que l'ombre de la guerre s'étend sur l'Europe, l'État a besoin d'hommes efficaces. Capable d'agir vite et bien, Jean Moulin est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. C'est une promotion majeure. Il se rapproche de Paris, des zones stratégiques, des nœuds ferroviaires. Il s'installe dans la préfecture, vaste bâtiment de pierre, face à la cathédrale aux vitraux multicolores. Le contraste est saisissant. À l'intérieur, les bureaux, les cartes, les tampons officiels. À l'extérieur, les flèches gothiques. Pointe vers le ciel, comme pour rappeler qu'au-dessus des intrigues humaines, il y a quelque chose de plus grand. La guerre est aux portes. L'Italie s'est alliée à l'Allemagne. Les accords se défont. Les illusions se dissipent. Au fond d'un tiroir de son bureau, entre deux dossiers tamponnés, Jean garde quelques feuilles de papier plus personnelles. Des croquis de la cathédrale, des caricatures de ministres, des silhouettes de paysans. Son double romanin n'a pas disparu. Mais il sent qu'une autre forme de clandestinité l'attend, plus risquée, plus dure, plus exigeante. Le 1er septembre 1939, la radio grésille dans son bureau. La voix blanche d'un speaker annonce que l'Allemagne vient d'envahir la Pologne. 2 jours plus tard, la France déclare la guerre. Les sirènes, les mobilisations, les trains de soldats, les familles en larmes. La mécanique implacable se met en marche. À Chartres, le préfet Jean Moulin s'avance vers la fenêtre. La ville semble paisible, mais il sait que tout a basculé. Les fiches, les circulaires, les procédures, tout ce qui faisait son quotidien d'administrateur, soudain, prend une autre dimension. Chaque décision, désormais, devra se prendre dans l'urgence, sous la menace. Le temps, encore une fois, s'accélère. Et quelque part, dans l'ombre, ceux qui le jalousent, ceux qui ont déjà choisi la soumission à venir, se préparent à jouer leur propre partie. Le compte à rebours vient de commencer. De sa fenêtre de la préfecture de Chartres, Jean Moulin voit une France qui fait la guerre, comme si elle n'y croyait pas vraiment. Au loin, les champs d'Eure-et-Loir sont calmes. Les trains passent, les cafés restent ouverts. Sur les murs, on colle des affiches de mobilisation, on parle de rationnement, mais les vitrines sont encore pleines. Les gens continuent de se marier, de danser, de faire des projets. La drôle de guerre. Un pays qui s'enfonce dans la nuit. Les lumières encore allumées? Dans les couloirs de la préfecture, les télégrammes arrivent pourtant en rafale. Mouvements de troupes, ordres contradictoires, rapports alarmants de la frontière de l'Est. Jean lit, relit, classe, transmet. Officiellement, il applique les directives. Officieusement, il sent que quelque chose ne va pas. Trop de lenteur, trop de confiance, trop d'aveuglement. Un jour, au détour d'une réunion, un nom réapparaît, comme un fantôme du passé. Son ancien camarade de faculté, son rival silencieux, lui est désormais installé à un poste clé d'un ministère parisien. Au cœur de l'appareil d'État, on le décrit comme solide, discipliné, parfaitement loyal à la ligne gouvernementale. Là où Jean doute, questionne, alerte, l'autre approuve, rassure, temporise. Le contraste est violent. 2 trajectoires qui se sont croisées sur les bancs de la fac et qui s'éloignent à toute vitesse. L'un se prépare à courber l'échine devant la tempête qui vient,
l'autre sent confusément qu'il faudra, tôt ou tard, dire non. Mais pour l'instant, les ordres sont les ordres. Il les exécute. Le 10 mai 1940, tout bascule. À l'aube, les blindés allemands franchissent les frontières, la Luftwaffe bombarde les routes, les journaux titrent « L'invasion ». En quelques jours, la drôle de guerre laisse place à une débâcle foudroyante. Des millions de civils, paniqués, se ruent sur les routes avec quelques valises, des matelas attachés sur les toits des voitures, des poussettes chargées d'enfants et de casseroles. Chartres devient un entonnoir. Les rues se remplissent de charrettes, de bicyclettes, de troupeaux affolés, des vieillards traînent les pieds, des gamins serrent des poupées contre eux, des mères cherchent des points d'eau pour remplir des bidons. À la préfecture, les téléphones sonnent sans arrêt. Maires dépassés, gendarmes débordés, demandent de réquisition de salles, de granges, de greniers. Jean Moulin se retrouve au milieu d'un chaos dont il doit, en quelques heures, inventer l'ordre. Il lui faut organiser l'accueil des réfugiés, la distribution de vivres, la circulation des convois militaires. Il sait qu'il n'a qu'une poignée de jours, peut-être même seulement quelques heures, avant que la vague allemande n'atteigne Chartres. Chaque décision est prise à la hâte, chaque signature engage des centaines de vies, les bombardements commencent. Une sirène hurle, les gens se jettent dans les fossés, les vitres éclatent. La cathédrale, miracle, tient bon, mais des quartiers entiers sont éventrés. L'odeur de brûlé et de plâtre mêlée à la chair s'installe dans l'air. Jean descend dans les rues, en manteau sombre, traverse les décombres, vérifie que les blessés sont évacués, exige des secours immédiats. Et puis, soudain, le vide. L'armée française recule encore. Les lignes sont enfoncées, les postes de commandement se replient sans avertir. Un matin, Jean réalise qu'il est pratiquement seul, avec quelques gendarmes et fonctionnaires, à tenir une ville que l'armée a déjà, dans les faits, abandonnée. Le 17 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans Chartres, des chars au milieu des pavés, des casques pointus sous les gargouilles gothiques, les réfugiés, fatigués, abasourdis, regardent passer les colonnes grises. Dans son bureau, Jean Moulin se tient droit, le visage fermé. Au même moment, à la radio, la voix tremblante du maréchal Pétain annonce qu'il faut cesser le combat. Le pays bascule dans la reddition. Quelques heures plus tard, on convoque le préfet à la commandanture. Dans la salle, il trouve des officiers allemands et, plus choquant encore, des autorités françaises déjà prêtes à collaborer. Sur la table, un texte dactylographié, on lui explique, avec une fausse courtoisie, qu'il doit le signer. Selon ce rapport, des tirailleurs sénégalais, soldats noirs de l'armée française, se seraient livrés à des atrocités contre la population civile locale. Les Allemands exigent que le préfet authentifie ces accusations. En réalité, Jean sait exactement ce qui s'est passé. Les soldats africains ont résisté jusqu'au bout, encadrant la retraite, se faisant massacrer sur place. Les cadavres qu'il a vus dans les fossés, criblés de balles, ce sont les leurs. On lui demande de transformer des victimes en bourreaux, de noircir l'honneur de soldats morts pour couvrir la propagande raciste de l'occupant. Jean Moulin lit le texte, le repose et dit calmement « Je ne signerai pas ». Le visage des Allemands se durcit, les Français présents, eux, baissent les yeux. On le pousse, on l'insulte, on le frappe. Dans une petite pièce à l'écart, les coups pleuvent. On veut lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, qu'il n'est qu'un fonctionnaire, qu'il doit obéir. Il refuse toujours. On le jette dans une cellule, couvert de blessures. Il comprend, à la lueur crue d'une ampoule suspendue au plafond, qu'on ne le laissera pas sortir vivant s'il ne cède pas. Il envisage alors un geste radical, plutôt mourir libre que signer ce mensonge infâme. Dans la nuit, avec un éclat de verre, il se tranche la gorge. Le sang coule, la douleur est fulgurante, la conscience vacille. On le retrouve inanimé. Un médecin allemand se précipite. Pour eux, un préfet français a encore de l'utilité. Ils le sauvent. Sans imaginer qu'en le ramenant à la vie, ils font naître un autre homme. Jean Moulin n'a plus jamais la même voix. Une cicatrice, fine mais profonde, barre son cou. Elle ne le quittera plus, comme une ligne rouge tracée entre sa vie d'avant et celle qui commence. Il finit par être relâché, sans avoir signé. Dans les rues de Chartres désormais occupées, il marche lentement, le visage pâle, les mouvements encore hésitants. Mais en lui, quelque chose s'est cristallisé. La France officielle a capitulé. Lui a dit non. Et il sait déjà qu'il continuera.
L'armistice est signé, le régime de Vichy s'installe. Dans toutes les préfectures de France, on décroche des murs le portrait de Marianne pour y accrocher celui du maréchal Pétain. Les mots travail, famille, patrie remplacent liberté, égalité, fraternité. Les lois d'exception s'enchaînent. On demande au préfet d'appliquer scrupuleusement ces nouvelles règles, d'écarter les suspects, de recenser les étrangers, les juifs, les communistes. Jean Moulin reste officiellement en poste à Chartres. Il tente de gagner du temps, d'adoucir les ordres, de protéger autant qu'il le peut des fonctionnaires menacés. Dans ses rapports, il atténue, temporise, propose des interprétations plus humaines des directives de Vichy, mais dans les couloirs, les regards changent. On commence à le décrire comme tiède dans son attachement au nouveau régime. Un jour, il reçoit une lettre timbrée de Vichy, un papier crème, les armes de l'État, quelques lignes sèches. Il est relevé de ses fonctions de préfet d'Eure-et-Loir, révoqué, mis à l'écart pour manque de confiance. Il a quelques jours pour quitter son poste, faire ses cartons, disparaître. Quelques jours, un délai administratif banal, mais qui sonne comme une condamnation. En 48 heures, il doit non seulement abandonner la préfecture, mais décider ce qu'il va faire de sa vie. Se retirer en silence, comme tant d'autres, ou entrer en résistance, sans mandat, sans protection, contre un régime qui a déjà prouvé qu'il pouvait briser des vies d'un simple coup de tampon. Au même moment, son ancien rival, lui, traverse l'époque avec une élégance cynique. Il a prêté serment à Pétain sans hésiter. Il prône la collaboration constructive, vante le nouvel ordre européen promis par l'Allemagne, sa carrière explose. Le voilà nommé à un poste prestigieux dans l'administration centrale de Vichy, chargé, entre autres, de la réorganisation des cadres préfectoraux. C'est lui qui signe parfois les notes de révocation d'hommes comme Jean. Ironie cruelle, l'ascension de l'un se nourrit de la chute de l'autre. Jean Moulin part s'installer dans le sud, dans la propriété familiale de Saint-Andéol, en Provence. Officiellement, il est un haut fonctionnaire en retraite forcée, qui se repose, qui prend du recul. En réalité, il étouffe, il peint, il dessine, il expose un peu sous son pseudonyme Romanin. Mais les actualités, les rumeurs, les lois antisémites, les rafles, tout cela lui vrille le cerveau. Le soir, à la radio de Londres, une voix nouvelle retentit, celle du général de Gaulle, un militaire inconnu du grand public, condamné à mort par Vichy, réfugié en Angleterre, appelle à continuer la lutte. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Pour Jean, c'est un choc. Quelqu'un, quelque part, refuse de considérer la défaite comme définitive. Quelqu'un parle au nom d'une autre France, qui n'a pas signé l'armistice. Dans les cafés de Marseille, de Lyon, de Toulouse, des petits groupes commencent à se former. On imprime des tracts, des journaux clandestins, on écrit en secret le mot « V » sur les murs. On écoute la BBC à voix basse. Jean Moulin, prudemment, prend contact. On lui présente des hommes qui parlent de combat, de libération, de francs-tireurs. Des mouvements encore dispersés, méfiants les uns envers les autres, chacun persuadé d'être le plus légitime. Il comprend vite que cette résistance intérieure est courageuse, mais fragile, minée par les rivalités, le manque de moyens, l'absence de coordination nationale. Pour lui, habitué à l'administration, c'est un millefeuille ingérable. Il sait que tant que ses forces resteront désunies, elles pourront être écrasées, une à une, par la machine allemande et ses auxiliaires français. Un soir d'automne 1941, dans un appartement sombre de Marseille, un responsable d'un de ces mouvements clandestins lui lance « Vous, Moulin, vous connaissez les rouages de l'État ? Vous devez monter à Londres. Il faut que quelqu'un explique au général qui nous sommes, ce que nous faisons, ce dont nous avons besoin. » L'idée le terrorise autant qu'elle le séduit. Quitter la France occupée, traverser les Pyrénées, risquer la prison en Espagne, puis tenter de rallier Londres, ce n'est plus un simple acte de courage, c'est un pari sur sa survie. Mais il sent que le temps joue contre eux. Les arrestations se multiplient, les journaux clandestins sont saisis, des réseaux entiers tombent. S'il n'agit pas vite, cette résistance balbutiante sera étouffée, avant même d'avoir grandi. Là encore, le temps se resserre autour de lui. On lui propose un passage sous 15 jours. Après, la filière sera brûlée ? 15 jours pour disparaître des radars de Vichy, dire adieu à ses proches sans les mettre en danger, préparer de faux papiers, se
procurer de l'argent, des adresses de contact en Espagne et au Portugal. 15 jours pour changer de vie une seconde fois. Il accepte. Le voyage commence par une nuit sans lune dans les Pyrénées. Le vent glace les eaux, les cailloux roulent sous les pas. Chaque ombre peut être une patrouille franquiste. À ses côtés, d'autres fuyards, des pilotes abattus, des agents, des juifs traqués. On marche en file indienne, sans parler. Un guide ouvre la marche, montre du doigt des passages étroits, impose le silence d'un geste. Il faut franchir la frontière avant l'aube, sinon la montagne, puis les gardes, deviendront des ennemis mortels. Au matin, épuisés, ils atteignent enfin le versant espagnol. Ils pensent être sauvés. Ils se trompent. Les gendarmes franquistes les arrêtent, les fouillent, les enferment. Internement, barbelés, baraquements surpeuplés, faim, maladie. Jean Moulin, qui croyait s'arracher à l'oppression, découvre un autre visage de l'arbitraire. Les jours se ressemblent, interminables. Il ne sait pas si Londres le sait, s'il sera un jour libéré, s'il ne va pas pourrir là, dans un camp anonyme. Un jour pourtant, son nom est appelé « On vient le chercher ». Les Britanniques, par l'intermédiaire de diplomates, ont obtenu sa remise en liberté. On le conduit vers le Portugal, puis enfin vers un avion. Lorsqu'il aperçoit les falaises d'Angleterre se dessiner dans le brouillard, il comprend qu'il vient d'entrer dans un autre monde. Londres est grise, bombardée, mais vivante. Les sirènes y hurlent aussi, mais on ne s'y résigne pas. On se bat encore. Très vite, il est reçu par le général de Gaulle. Face à lui, un homme grand, maigre, le regard dur, la voix métallique. On pourrait croire que ces deux fortes têtes vont se heurter, mais quelque chose, immédiatement, les rapproche. La conviction que la France ne peut pas se résumer à Vichy. Jean lui raconte la réalité de la France occupée, des mouvements clandestins, de leurs forces, de leurs faiblesses. Il explique les rivalités, les égos, les querelles de doctrine. De Gaulle écoute longuement, sans l'interrompre. Puis, à la fin, il tranche. Il faut unir tout cela. Et quelqu'un doit y aller pour le faire. Quelqu'un qui saura parler à tous, qui ne sera pas un militaire, pas un politicien, mais un serviteur de l'État. Je vous donne ma confiance, Moulin. Vous serez mon délégué en France. En une phrase, Jean reçoit un pouvoir immense et une responsabilité écrasante. Il n'est plus un préfet révoqué, un dessinateur clandestin, un fugitif. Il devient le représentant du chef de la France libre sur le sol même de la France occupée. Son rival, à Vichy, signe des circulaires. Lui va désormais signer, dans l'ombre, l'unité d'un pays en morceaux. Ce n'est pas une promotion glorieuse, avec ruban et discours. C'est une mission qui peut lui coûter la vie en quelques heures, s'il est dénoncé. Mais pour la première fois, il dispose d'un véritable pouvoir, celui de parler au nom d'une autre légitimité que celle des lois de Vichy. Le temps, encore une fois, lui est compté. Les services britanniques lui donnent quelques semaines à peine pour se préparer, apprendre les codes, les procédures de sécurité, la discipline du silence, se familiariser avec des microfilms, des encres sympathiques, des chiffres. La nuit, il dort peu. Il sait que chaque jour passé à Londres est un jour de plus durant lequel, en France, des résistants tombent sans coordination, sans soutien. Une nuit glaciale de janvier 1942, on le conduit sur un aérodrome secret. Devant lui, un bimoteur camouflé, moteur ronflant à bas régime. On lui met un casque, un parachute. Dans la poche intérieure de sa veste, des faux papiers parfaitement fabriqués, un pistolet minuscule, quelques billets et, surtout, une lettre de mission signée de la main de Gaulle. Avant de monter, un officier britannique lui lance, presque comme une boutade, « Si vous ratez votre parachutage, monsieur Moulin, nous n'aurons pas de remplaçant. Alors, faites attention à l'atterrissage. » Dans le vacarme des hélices, Jean Moulin ferme les yeux un instant. Il revoit Béziers, les cahiers d'écoliers couverts de dessins, le préfet consciencieux de Chartres, le sang sur les murs de sa cellule, la montagne glacée des Pyrénées, le bureau austère de Gaulle. Tout cela converge vers ce moment précis. La trappe s'ouvre. Le vent nocturne s'engouffre dans l'avion. On lui tape sur l'épaule. C'est l'instant. Il n'a plus le temps de douter, plus le temps de reculer. Son compte à rebours personnel se relance, quelque part au-dessus d'une France plongée dans le noir. Il saute. Dans le silence de la nuit, son corps chute, puis le parachute s'ouvre dans un claquement sec. En dessous, un pays occupé l'attend, sans savoir que l'un de ses fils vient de revenir, investi d'un pouvoir invisible, décidé à unir, à organiser, à résister.
Le fonctionnaire discret est devenu, dans l'ombre, l'un des hommes les plus dangereux pour l'occupant, et la partie qui s'engage maintenant sera plus brûlante, plus rapide, plus mortelle que tout ce qu'il a vécu jusque-là. Il touche le sol d'un pays occupé, et pourtant, c'est lui qui vient le conquérir. Un seul homme, un faux nom, un parachute encore humide de brouillard, et une mission impossible, réorganiser la France. Alors même que la France officielle le considère comme mort, révoqué, rayé des listes. La nuit est noire, le vent cingle son visage. Jean ramasse son parachute, le plie à la hâte, cache le matériel dans un fossé, sous des branches. Au loin, seulement quelques silhouettes d'arbres, une ferme sans lumière, le silence d'une campagne qui fait semblant de dormir. Il respire profondément. Il n'est plus, ici, Jean Moulin, préfet révoqué, ni même le émissaire officiel du général de Gaulle. Il est personne. Ces nouveaux papiers disent autre chose. Un nom banal, une profession anodine, un lieu de naissance discret. Dans les prochains mois, il va s'appeler Max, Rex, le colonel, Jacques Martel. Autant de masques à enfiler et à laisser tomber au gré des rendez-vous, des caches, des villes. Il sait que dès cet instant, tout est chronométré. Les services britanniques et la France libre lui ont donné un délai implicite. En 1 an, 18 mois au maximum, soit il aura réussi à unifier la résistance, soit les arrestations, la répression, les délations en auront détruit le cœur. Le temps joue pour l'occupant, contre lui. Son compte à rebours commence au moment même où ses bottines s'enfoncent dans la terre froide. Il marche dans l'obscurité, guidé par une faible lueur, une porte s'entr'ouvre, un mot de passe murmuré, un visage tendu, la première planque, la première tasse de café tiède, la première radio grésillante. On le regarde avec méfiance. Pour ces résistants de l'intérieur, ce représentant de Londres est à la fois un espoir et une menace. Ils ont vu trop de faux agents, trop de provocateurs, trop de pièges. Ils se présentent simplement. Je viens au nom du général de Gaulle. Je ne commande pas, je coordonne. Je ne vous demande pas d'obéir à un homme, mais de servir une idée, la France. Les jours suivants, il glisse d'une ville à l'autre, comme une ombre. Lyon, Marseille, Clermont-Ferrand, Toulouse. Il change de train à la dernière minute, s'assoit toujours dos aux parois, évite les regards insistants. Dans sa valise, presque rien. Quelques chemises, une couverture, des documents microfilmés, un carnet au papier épais, où il note, tout en une écriture serrée, codée, qu'il brûle régulièrement. Les réunions se ressemblent et ne se ressemblent pas. Des chambres d'hôtel, des arrière-salles de café, des appartements étroits aux rideaux tirés, autour de la table, des hommes épuisés, nerveux, qui ont déjà perdu des camarades. Ils se nomment combat, libération, francs-tireurs. Ils se méfient les uns des autres presque autant que de l'ennemi. Chacun tient à son journal, à son réseau, à ses méthodes. Certains se disent de droite, catholiques, patriotes. D'autres viennent des milieux socialistes, communistes, syndicalistes. Ils se disputent sur les mots révolution, république, réforme, insurrection. Tous veulent chasser l'allemand, mais pas forcément pour la même France. Jean écoute d'abord. C'est sa force, il ne juge pas, il ne tranche pas trop vite. Il prend des notes, range les égos, les susceptibilités, les rancœurs dans ses tiroirs mentaux de hauts fonctionnaires, puis, doucement, il commence à poser des questions qui dérangent. Qu'adviendra-t-il de votre réseau si celui d'à côté tombe? Combien de caches d'armes avez-vous réellement, et dans combien de villes? Qui parle à Londres, exactement, et au nom de qui? La vérité apparaît. La résistance intérieure est courageuse, inventive, mais émiettée, fragile. Des dizaines de mouvements, des centaines de chefs locaux, des milliers de petites mains, et aucun centre de gravité politique et militaire. Pendant ce temps, à Vichy, dans un bureau bien chauffé, sous des portraits de Pétain et des drapeaux tricolores repliés, son ancien camarade d'université trace, lui aussi, des plans. Il signe des circulaires contre les agissements des terroristes gaullistes. Il participe à des réunions où l'on parle de coordination avec les autorités allemandes pour éradiquer la résistance. Sur son bureau, des cartes de France pointillées de rapports de police, de notes de renseignement. Il ne sait pas encore que l'homme qui, la nuit, unifie les résistants sous le nom de Max est le même Jean qui, jadis, débattait avec lui sur les bancs de la faculté, mais il sait que quelque chose est en train de se structurer dans l'ombre.
Les arrestations se font plus difficiles, les tracts plus nombreux, les sabotages plus précis. Il sent la présence d'un cerveau derrière ces lignes de force invisibles. Il ne voit pas son visage, mais il le devine, celui d'un fonctionnaire qui a refusé de plier. Cette lutte entre eux se joue désormais à distance, à coups de décrets et de pseudonymes, de filatures et de mots de passe. Deux visions de la France, deux corps d'État, deux fidélités irréconciliables. À Lyon, Jean décide de frapper un grand coup. Il propose aux principaux mouvements de la zone sud de s'unir, non pas en théorie, mais dans un véritable organisme unique. Vous garderez vos identités, vos journaux, vos sensibilités, dit-il, mais au-dessus, nous construirons un instrument commun, une direction politique et militaire. Sans cela, Londres ne pourra pas vous aider comme il le faudrait, et la France libre sera tentée de vous traiter comme des groupes isolés, interchangeables. Les discussions sont houleuses. Certains l'accusent de vouloir récupérer la résistance pour De Gaulle. D'autres redoutent de perdre leur leadership local. On se lève, on crie, on tape sur la table. Parfois, la Gestapo est à deux rues, ignorant que, derrière un rideau, l'avenir du pays se joue à la lueur d'une seule lampe. Jean ne cède pas. Il met sur la table son arme la plus puissante, la légitimité. « De Gaulle m'a donné mandat », répète-t-il. « Je peux faire entendre votre voix à Londres, mais seulement si vous parlez d'une seule voix. Sans unité, vous serez des héros isolés. Avec l'unité, vous serez la France. » Peu à peu, un compromis se dessine. À l'hiver 1942-1943, les mouvements Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs acceptent de se regrouper. Une nouvelle structure naît, les Mouvements Unis de la Résistance, les Murs. Jean en a été l'accoucheur silencieux, l'architecte discret. Au même moment, il pousse à la création d'une force armée unifiée, l'armée secrète. Des maquis, des groupes francs, des résistants épars vont désormais, sur le papier, obéir à une même chaîne de commandement. Il convainc le général de l'Estreinte, officier de carrière, d'en prendre la tête. De nouveau, il joue le rôle de trait d'union. Des soldats de métier, des militants politiques, des étudiants, des paysans deviennent les pièces d'un même puzzle. Mais le temps, toujours, presse. Les Allemands commencent à craindre un débarquement allié. La pression sur la résistance s'intensifie, la police française est réorganisée, les services de renseignement allemands se renforcent, la Gestapo perfectionne ses méthodes, Vichy promulgue des lois de plus en plus dures, peine de mort pour les terroristes, internement administratif, confiscation. Dans son bureau de Vichy, le rival de Jean lit des rapports alarmants sur la zone sud. Il signe des télégrammes urgents au préfet, au chef de police, intensifier la lutte contre les éléments gaullistes, coopérer étroitement avec les autorités allemandes compétentes. Il se persuade qu'il protège ainsi le pays du chaos, qu'il évite des représailles massives. Il s'enfonce, jour après jour, dans une collaboration qu'il voudra plus tard se raconter autrement. Ce qu'il ignore, c'est que chaque circulaire qu'il paraphe, chaque fichier qu'il fait dresser, chaque liste de suspects qu'il transmet, finit tôt ou tard sur le bureau d'officiers allemands, dont la spécialité est de briser des réseaux. Dans l'ombre, deux administrations s'affrontent, celle de Vichy, méthodique, hiérarchisée, bureaucratique, et celle clandestine, que Moulin est en train d'inventer, avec des enveloppes Kraft, des pseudonymes et des rendez-vous sur les quais de gare. Le stress devient permanent. Jean sait qu'un seul faux pas peut tout détruire. Il change de cache toutes les nuits, ou presque. Il ne garde jamais sur lui la liste de ses contacts. Il apprend par cœur des adresses, des numéros de téléphone, des consignes. Sa mémoire devient son coffre-fort. Un jour, à Lyon, il manque de peu un coup de filet. Une réunion prévue dans un appartement est visée. La veille, par un hasard ou un pressentiment, il a décidé de modifier l'heure, puis le lieu. Au moment où la Gestapo enfonce la porte, il est déjà loin, dans une autre rue, en train de discuter avec un agent de liaison. Mais plusieurs de ses camarades tombent. Il comprend que l'étau se resserre. Dans son carnet, il note cette phrase. « Nous vivons au rythme du piège qui se referme. » La seule réponse possible est d'aller plus vite que lui. Alors il accélère encore. Son objectif n'est plus seulement d'unifier la résistance de la zone sud, mais de créer une instance nationale qui regrouperait non seulement les mouvements de combat, mais aussi les partis politiques, les syndicats, les grandes sensibilités du pays, une sorte de parlement clandestin qui serait déjà la matrice de la France d'après.
L'idée est folle. Réunir dans une France occupée des représentants des socialistes, des radicaux, des démocrates chrétiens, des syndicalistes, des mouvements de résistance, des communistes, et leur faire accepter un programme commun sous l'autorité d'un général exilé à Londres. C'est un défi d'acrobate sur un fil tendu au-dessus du néant, mais Jean s'y jette avec une énergie presque surhumaine. Il multiplie les rendez-vous dans les trains de nuit, dans les églises mal chauffées, dans les parcs où l'on parle en marchant, côte à côte, pour éviter les oreilles. Il reçoit, parfois à quelques heures d'intervalle, un représentant d'un vieux parti républicain et un militant communiste traqué. Il leur fait signer des engagements, leur promet une place autour de la future table. Au printemps 1943, son projet prend forme. Le Conseil national de la résistance, le CNR. Une instance unique où siégeront, clandestinement, des représentants de tous les grands courants résistants et politiques, une France miniature, compressée dans un appartement de Paris, sous les yeux de l'occupant, qui ne se doute de rien. Pendant ce temps, à Vichy, les murs tremblent. Les défaites allemandes à l'Est, en Afrique, la perspective d'un débarquement fragilise le régime. Les rivalités internes s'aiguisent. Pour se maintenir, l'appareil d'État redouble de zèle dans la répression intérieure. La chasse aux terroristes devient une priorité. Le rival de Jean participe à des comités où l'on discute, froidement, de quotas d'arrestation, de zones à nettoyer. Un rapport lui parvient un matin. Activité intense d'un certain Max, agent de liaison de Gaulle, très actif en zone sud et à Lyon, suspect d'organiser l'unification des mouvements. Le nom n'est qu'un pseudonyme, bien sûr, mais il sait ce qu'il recouvre. Un organisateur, un cerveau, quelqu'un qui parle le langage de l'État. Quelqu'un qui lui ressemble en négatif, il écrit dans la marge, à suivre de très près. Coopération totale avec la Gestapo recommandée. L'encre sèche sur le papier crème, pendant qu'à des centaines de kilomètres, Jean monte dans un train avec un billet au nom de Jacques Martel. Ignorant que sa silhouette stylisée circule déjà dans des dossiers de police, 27 mai 1943, Paris. Dans un immeuble discret de la rue du Four, 6e arrondissement, des hommes montent les escaliers, un, à des heures différentes. Ils ont des visages banals, des manteaux sombres, des valises. Certains s'appuient sur une canne, d'autres sur une sacoche. Ils se croisent sans se saluer, juste un regard trop rapide. Dans l'appartement, les rideaux sont tirés, les portes intérieures sont fermées. Sur la table, des dossiers, des feuilles, un agenda. Jean Moulin les attend. Lui qui a toujours été un serviteur de l'État se retrouve, pour quelques heures, président d'une assemblée qui n'existe dans aucun journal officiel, et qui pourtant représente plus légitimement la France que n'importe quel conseil de ministres à Vichy. Les noms s'inscrivent sur une feuille. Mouvement de résistance, parti politique, syndicat. Chacun a une voix, chacun apporte sa colère, ses morts, ses réseaux. Et ces gens qui, d'une voix encore légèrement voilée par la cicatrice de Chartres, ouvrent la séance. Il leur lit un message de Gaulle, il parle de l'unité, de la préparation du jour où la France sera libérée, où il faudra restituer au peuple sa souveraineté, puis il leur soumet un projet, un programme commun pour la France d'après-guerre. Nationalisation de certains secteurs, sécurité sociale, restauration de la République, droits syndicaux, démocratie renforcée. Dans ce huis clos fumant de tabac, entouré de murs qui pourraient cacher des microphones, un pays se réinvente. Ce qui se décide là, dans l'illégalité totale, deviendra, quelques années plus tard, le socle de la France moderne, c'est l'apogée de Jean Moulin. Il a accompli l'essentiel de ce que De Gaulle lui a demandé. Unifié, représenté, préparé. Il est l'homme central d'une toile qui relie Londres au maquis, les vieilles forces politiques républicaines aux nouveaux résistants armés. Mais plus il réussit, plus il devient dangereux pour l'ennemi. Son nom de code circule désormais dans les rapports de la Gestapo. Son visage commence à être approximativement décrit. Taille moyenne, visage fin, moustache, lunettes parfois, voix un peu rauque. On promet des récompenses pour toute information sur lui? Le temps, encore une fois, se retourne contre lui. Il sait que chaque jour supplémentaire accroît le risque, De Gaulle, à Londres, pressant lui aussi le danger. Il envisage de rappeler son délégué pour le protéger, pour lui éviter de finir dans une cave de la Gestapo. Mais Jean refuse, ou plutôt, il diffère, il gagne quelques semaines.
Il me reste encore des choses à mettre en place, dit-il, son sens du devoir, cette obstination tranquille qu'il a toujours portée, se transforme en pari mortel. À Lyon, lune de juin 1943, on organise une réunion dans la maison d'un médecin. À Caluire-et-Cuire, sur les hauteurs, il s'agit de discuter de la succession du général Delestrin, chef de l'armée secrète, récemment arrêté, les têtes brûlées de la résistance militaire sont ébranlées. Il faut éviter que tout s'effondre. La réunion doit être courte, efficace, discrète. Jean hésite à y aller. Il sait que le risque est énorme de réunir autant de chefs dans un même lieu. D'ailleurs, il a lui-même tant de fois déconseillé ce genre de rassemblement. Mais l'urgence est plus forte que la prudence. Sans coordination, l'armée secrète peut se disloquer en quelques semaines. Il finit par dire oui. Un oui qui, sans le savoir, l'inscrit sur la liste des condamnés. Dans les jours qui précèdent, quelque chose cloche. Un rendez-vous raté, un contact trop insistant, un visage déjà croisé, la possibilité d'une trahison plane, comme une odeur de brûlé avant l'incendie, mais rien de concret, rien qui justifie d'annuler. Dans la résistance, la paranoïa est un luxe. Si on l'écoute trop, on n'agit plus. Le 21 juin 1943, en milieu de journée, les participants arrivent peu à peu à Caluire. Ils montent un escalier, l'air de rien, comme des patients. Dans le salon, on déplace des chaises, on parle bas. Jean se place légèrement en retrait, comme à son habitude. Il prend des notes, observe, articule les positions de chacun. Au même moment, dans un bureau à Lyon, un téléphone sonne. Une voix signale l'adresse. Une autre répond en allemand, note, valide. Des voitures démarrent, des bottes claquent, des revolvers sont vérifiés. La mécanique de la répression se met en route. À Vichy, quelques heures plus tard, un téléx tombera sur le bureau de son ancien camarade avec une phrase sèche. Important groupe de chefs terroristes arrêtés à Lyon grâce à une excellente collaboration franco-allemande. Parmi eux, le nommé Max, haut responsable gaulliste, mais pour l'instant, rien n'est encore joué dans ce salon de Caluire où la pendule avance inexorablement vers l'heure de l'irruption. Une voiture s'arrête devant la maison, on sonne, le médecin va ouvrir. Des hommes entrent, en civil, d'autres en uniforme. « Police ! Personne ne bouge !» C'est la Gestapo. L'opération a été minutieusement préparée. La maison est cernée, les issues bloquées. Dans le salon, les résistants n'ont pas le temps de détruire les papiers, ni même de sortir leurs armes. On les aligne, on les fouille, on leur demande leur nom. Jean présente un de ces faux papiers. Mais les Allemands savent très bien qu'ils ont entre les mains quelqu'un de plus important que les autres. Un homme les intrigue, celui qui n'élève pas la voix, qui ne proteste pas, qui observe. Un officier le fixe. « Et vous, qui êtes-vous » Dans ce chaos de cris, de menaces, de coups de crosse, un silence intérieur s'installe dans la tête de Jean. Il sait. Le temps qui lui était accordé vient de s'arrêter net, ici, dans cette maison bourgeoise devenue piège. On les emmène. Les escaliers sont descendus en trombe. Les voisins entrebâillent les volets, sans oser regarder trop longtemps. Les voitures démarrent en trombe. La ville continue de vivre, au-dessus, comme si de rien n'était. Pour Jean, commence alors un autre voyage, à rebours de tout ce qu'il a construit, celui qui mène, de cache en cache, non plus les résistants vers l'unité, mais lui vers l'enfer des interrogatoires. L'homme qui, pendant des mois, a tenu ensemble des réseaux dispersés, va devoir désormais tenir seul, face à ceux qui ont fait métier de briser les corps et les secrets. Dans un bureau de Vichy, plus tard dans la soirée, son ancien rival lit effectivement le téléx. Le message est bref, presque banal dans sa sécheresse administrative. Il le relit une deuxième fois, une troisième. Ce Max qu'on annonce capturé, c'est le cœur de la résistance unifiée. Une part de lui, habitué à raisonner en termes d'ordre public, se félicite. C'est une victoire de l'appareil d'État auquel il appartient désormais. Une autre, plus enfouie, se demande soudain jusqu'où cette collaboration nous mène-t-elle ? Que restera-t-il de nous quand la guerre se terminera ? Il pose le téléx sur la pile, il signe encore quelques documents. Il tente d'oublier ce nom de code qui, sans qu'il le sache, résonne avec celui d'un ancien camarade de promo. Dans une cave de Lyon, au même moment, Jean Moulin, lui, entre dans une autre temporalité, celle des minutes arrachées à la douleur, et des heures sans fin d'interrogatoire, des jours où chaque refus de parler est une petite victoire sur la mort.
Le compte à rebours n'a pas cessé, il s'est simplement inversé. Il ne s'agit plus de gagner du temps pour organiser la résistance, mais de tenir le plus longtemps possible pour ne pas la voir s'effondrer. Et dans cette lutte ultime, il n'aura plus de faux papiers, plus de parachutes, plus de messages de Londres, seulement sa volonté nue, sa mémoire et ce fil invisible qui le relie, encore, à cette France qu'il a contribué à ressusciter dans l'ombre. On l'enfonce contre un mur blanc, cru, presque aveuglant. Son corps n'est plus qu'une masse de bleu, mais ce sont ses yeux qui inquiètent vraiment la Gestapo. Ils sont encore vivants. Eux ont l'heure, les dossiers, les matraques. Lui n'a plus rien, sauf la décision glaciale de ne pas parler, et chaque minute où il se tait, là, dans cette pièce qui pue le désinfectant et le sang, retarde d'autant la chute de la résistance qu'il a construite. À Lyon, la prison Montluc avale les silhouettes comme un puits sans fond, grilles qui claquent, couloirs humides, odeur de soupe claire et de tabac froid. On y entasse des résistants, des otages, des juifs, des gamins pris dans une rafle, parmi eux, un homme au visage tuméfié, au costume déchiré, que même les autres détenus n'osent pas trop regarder. Il ne donne pas son nom, il ne donne plus rien. Pour les Allemands, il est l'inconnu de Caluire, ce mystérieux personnage arrêté avec les chefs de l'armée secrète. Pour Klaus Barbie, l'officier de la Gestapo chargé de l'interroger, il est un enjeu personnel, presque une proie de prestige. Ses réseaux unifiés, ses messages qui partent pour Londres, ses sabotages de plus en plus coordonnés. Quelqu'un, quelque part, tire les fils. Barbie est persuadé que cet homme en haillons, qui serre les dents à chaque pas, est ce quelqu'un. Les interrogatoires commencent. On le fait monter, descendre, attendre. On le laisse des heures dans une cellule glaciale, juste pour fatiguer sa volonté, puis on le traîne dans un bureau trop éclairé, les chaises raclent le sol, les bottes résonnent. Sur la table, des photos, des listes de noms, des schémas de réseau, on lui montre des visages, on lui répète des noms, on le provoque. « Nous savons déjà tout », dit Barbie en français, avec cet accent dur qui claque. « Nous voulons seulement que vous confirmiez. Vous êtes Max, n'est-ce pas? Le délégué de Gaulle ?» Jean regarde la table, puis le mur derrière. Il respire avec difficulté. Chaque inspiration lui arrache la poitrine. Il sait qu'à ce stade, ce n'est pas un jeu. Il sait ce qu'ils font subir aux autres. Il en a entendu les échos, les cris étouffés derrière les portes. Dans sa tête, pourtant, il reste fonctionnaire. Il pense en termes de dossier, de structure. Il se récite silencieusement la carte de France de ses réseaux, les maquis, les boîtes aux lettres, les liaisons. Il vérifie mentalement que rien n'est écrit nulle part, que tout repose dans sa mémoire, et que cette mémoire, ils n'y auront accès. Que s'il la leur ouvre lui-même, alors il ferme la porte. Il choisit le silence. Les coups tombent. Méthodique, technique, sans haine apparente. C'est presque une opération comptable. À chaque refus, une douleur. À chaque mutisme, un nouvel instrument. On le suspend, on le frappe, on le replonge dans l'eau glacée. On l'empêche de dormir. On lui hurle des questions à quelques centimètres du visage. Parfois, on chuchote, on joue la ruse, on promet une amélioration de régime, des soins. Le temps, là, n'est plus que succession de secondes arrachées. Chaque minute où Jean ne parle pas, c'est un rendez-vous qui n'a pas lieu, un contact qui comprend qu'il faut disparaître, un réseau qui se met en sommeil. Dans les caves de la Gestapo, la résistance se joue aussi en heures de silence. À Vichy, pendant ce temps, le temps s'étire dans un autre rythme, celui des couloirs feutrés, des bureaux propres, des horloges qui sonnent les réunions. L'ancien camarade de faculté de Jean, devenu haut fonctionnaire du régime, reçoit régulièrement des rapports de Lyon. On lui fait remonter des listes d'arrestations, des circulaires, des synthèses. Un matin, une note attire son regard. Interrogatoire en cours d'un suspect de haute importance, probable coordinateur des mouvements gaullistes, nom incertain, pseudonyme Max Rex, résiste de manière remarquable, à suivre. Il lit ces lignes comme il lirait l'état d'un chantier, résiste de manière remarquable, la formule le pique, remarquable. Il se surprend à penser, il faut être fou ou héroïque ou désespéré pour se taire face à ces gens-là. Il ne sait toujours pas qui est cet homme. Pas encore. Dans sa cellule de Montluc, Jean compte, à sa manière, pas les jours, il les perd vite. Mais les fois où il a failli céder,
La fois où un coup reçu sur la poitrine l'a laissé presque sans souffle, où il a pensé que murmurer un nom, un seul, abrégerait la séance. La fois où, fiévreux, il a cru voir sa mère assise au pied de la paillasse, le regard doux qui lui disait « Arrête, mon fils, ça suffit ». La fois où, au milieu de la nuit, il a cru entendre très loin une radio anglaise et s'est demandé si tout cela valait encore la peine. Chaque fois, il est revenu à une seule image, une salle obscure à Paris, rue du Four, ce Conseil national de la résistance qu'il a vu naître. Il revoit les visages, les mains qui se serrent, les voix qui se contredisent puis s'accordent. Il se répète que ce qui a été créé là ne doit pas mourir avec lui, que son corps est sacrifiable, pas cette idée-là. Alors il avale sa salive, rouvre les yeux et recommence à se taire. L'occupant, pendant ce temps, perd pied ailleurs. À Stalingrad, à El Alamein, en Afrique, les cartes se renversent. Les défaites allemandes se succèdent. À Londres, les plans de débarquement se précisent. En Italie, Mussolini vacille. Partout, l'axe se retrouve sur la défensive. Ce renversement, Vichy le sent. On le voit dans la fébrilité des réunions, la nervosité des discours, les regards qui se fuient dans les couloirs. Plus le Reich recule, plus le régime collaborationniste serre la vis à l'intérieur, comme pour prouver sa loyauté à un maître qui s'effondre. L'appareil dont fait partie l'ancien camarade de Jean se raidit, se durcit, signe des décrets plus sévères encore. Il parle de tenir jusqu'au bout. Mais quel bout, exactement? Dans ce contexte, l'arrestation de Max apparaît comme une victoire inespérée. Les autorités allemandes la mettent en avant. Les journaux contrôlés la laissent filtrer en termes vagues. La police française s'en targue. Il circule dans les couloirs une rumeur. On tient le chef, ou l'un des plus grands. À Lyon, pourtant, on n'a toujours pas obtenu ce que l'on veut. Les réseaux se desserrent, se replient, mais ne s'effondrent pas. Des caches ont disparu comme par magie, des agents ont changé de domicile juste à temps. Quelqu'un, quelque part, a donné l'alerte avant que l'information ne remonte. Pour Barbie, c'est la preuve que le prisonnier a été plus rapide que lui, même menotté. Alors le temps devient obsession. Les Allemands savent que bientôt, il faudra transférer les détenus les plus importants plus loin, vers l'Est, vers les camps, vers les prisons du Reich. Ils ont quelques semaines, quelques mois au maximum, pour extraire tout ce qu'ils peuvent. Pour Jean, c'est l'inverse. Il doit tenir un peu plus longtemps que la fenêtre d'efficacité de ses bourreaux. Le choc suivant tombe quand on lui annonce un transfert. On le sort de Montluc, on le conduit à Paris. Train, wagon réservé, escorte. Son corps est si abîmé qu'il a du mal à monter les marches. On le pousse. Il grimace mais ne donne aucun signe de plainte. Sur le quai, des voyageurs ordinaires, à quelques mètres, montent dans d'autres wagons, transportant des valises, des journaux. Ils ne savent pas qu'à quelques mètres d'eux, un homme, à demi mourant, vient de décider que le peu de souffle qui lui reste ne servira qu'à garder des secrets. À Paris, on le mène dans un autre lieu d'interrogatoire, un autre décor, les mêmes questions. Le visage de Barbie, ou d'un autre, peu importe, revient, tenace, avec son mélange de sourire froid et de menace. À ce stade, Jean n'entend plus toutes les phrases. Les mots se brouillent, deviennent des bruits. Il ne retient que ceux qu'il ne veut surtout pas prononcer. Des noms, des adresses, des lieux. Un jour de juillet 1943, on décide de l'expédier en Allemagne. Il ne vaut plus grand-chose, à leurs yeux. Trop brisé pour être un prisonnier utile, pas assez coopératif pour être retourné, on le met dans un train, direction probablement l'Est, peut-être un camp, peut-être une prison. La destination exacte se perdra. Son corps, lui aussi, va se perdre. Dans le wagon, il délire. Les rares témoins qui survivront raconteront un homme à demi inconscient, encore enchaîné, qui murmurait des phrases sans suite. Certains ont dit qu'il avait tenté de se donner la mort, plutôt en se tranchant la gorge avec un tesson. D'autres qu'il avait essayé de se jeter par la fenêtre. Les rapports officiels parleront de mort par défaillance cardiaque en cours de transfert. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais exactement comment, ni à quelle minute précise, son cœur a cessé de battre, quelque part près de Metz, un 8 juillet 1943. Il n'y aura pas de tombe, pas de corps rendu à la famille. Seulement un acte de décès laconique, établi des mois plus tard, avec une date, une mention floue. Jean Moulin, 44 ans, disparaît dans un wagon anonyme, sur une voie ferrée d'un Reich qui se croit encore éternel.
À Vichy, la nouvelle met du temps à remonter. Quand elle arrive, elle n'a rien de spectaculaire. Un simple renseignement, le dénommé Max serait décédé en cours de transfert. Information à vérifier. L'ancien camarade lit ça sans émotion particulière. Ce pseudonyme, à force d'être répété dans les notes, a fini par devenir abstrait, presque administratif. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que le nom véritable apparaîtra, après la Libération, après la chute de Vichy, les épurations, les commissions, les archives ouvertes. Un jour, dans un dossier, on recoupera des informations. Max était en réalité Jean Moulin, ancien préfet d'Eure-et-Loir. Révoqué en 1940, mort sous la torture. Alors, pour l'ancien camarade, ce sera un coup. On peut imaginer la scène. Un bureau différent, des murs nus, des fonctionnaires cette fois-ci chargés d'enquêter sur lui. On lui montre une fiche. Il lit ce nom, le visage d'un jeune homme revient, les bancs de l'université, les discussions passionnées sur la République, les débats sur la laïcité, l'art, l'avenir. Il revoit ce garçon vif, dessinateur talentueux, qui croquait les professeurs dans les marges de ses cahiers. Il comprend que l'homme qu'il a contribué, indirectement, à traquer et à livrer à la Gestapo n'était pas un inconnu, pas un terroriste. Abstrait, mais ce camarade-là, c'est le twist cruel de cette histoire. Les deux fils d'un même pays, formés par la même République, ont fini, chacun, par mettre leur talent au service de forces opposées. L'un dans l'ombre pour une France à reconquérir, l'autre au grand jour pour un État qui avait renié ce qu'ils avaient appris ensemble, et quand la lumière revient, quand les projecteurs se braquent sur les responsabilités, il est trop tard pour effacer cette ligne. La guerre s'achève. Les chars alliés entrent dans Paris, les drapeaux tricolores refleurissent aux fenêtres. De Gaulle descend la Champs-Élysées, droit, grave, au milieu d'une foule en liesse. Dans les rues, on arrache les panneaux « Commandanture », on débaptise les places, on recouvre de peinture les affiches à la gloire de Vichy. Le pays veut des héros et des coupables. Très vite, un nom s'impose comme symbole de la résistance intérieure unifiée, celui de Jean Moulin. On raconte son parachutage, sa mission, le Conseil national de la résistance, la réunion de Caluire, la torture. On ne sait pas tout, on reconstruit, on embellit parfois, mais l'essentiel est là. Il a tenu, il n'a pas parlé. Il est mort pour que les réseaux survivent. Les journaux clandestins sortent à la lumière, deviennent des quotidiens légaux. On y publie des hommages, des témoignages. Des anciens résistants évoquent ce préfet qui, dans de petites salles enfumées, les obligeait à s'entendre. Certains se rappellent sa moustache, d'autres sa discrétion, sa manière de laisser les autres s'épuiser dans les polémiques avant de proposer un compromis qui tenait debout. Dans le même temps, la justice se met en marche. L'ancien camarade de faculté, lui, est convoqué, interrogé, jugé. On lui montre les circulaires qu'il a signées, les listes qu'il a amendées, les télex qu'il a annotés. Parmi eux, ce fameux rapport sur Max. Il tente de se défendre. Il parle de contexte, de volonté de protéger les Français de pires représailles, d'illusion de peser de l'intérieur. On lui oppose les faits. À la fin, une peine tombe. Il n'ira pas au poteau d'exécution, peut-être, mais il est marqué, à jamais, comme collaborateur. Le contraste est violent. L'un, mort sans sépulture dans un wagon allemand, devient peu à peu la figure lumineuse d'une France qui s'est battue. L'autre, vivant mais discrédité, devient le visage sombre d'un choix impossible à justifier pleinement. Leur rivalité silencieuse, commencée dans les bureaux de la préfectorale et continuée à distance pendant l'occupation, trouve son épilogue dans ce verdict moral que le pays rend sans appel. Pourtant, l'histoire de Jean Moulin ne s'arrête pas à cette opposition. Elle continue, comme une onde, dans le quotidien de la République renaissante. Le programme adopté par le Conseil national de la résistance commence à se traduire en loi. Sécurité sociale, retraite, nationalisation. De secteurs clés, renforcement des droits syndicaux, restauration des libertés publiques. Dans les années qui suivent, une France plus sociale, plus protectrice se met en place. À chaque décret, à chaque ordonnance, il y a un peu de l'encre invisible qu'il avait déposée, un soir de mai 1943, sur des feuilles clandestines. Ses proches, eux, vivent avec un autre compte à rebours, celui de la mémoire intime. Sa sœur, Laure, se bat pour que l'on connaisse son visage, son parcours, ses dessins. Elle rassemble des lettres, des caricatures, des souvenirs.
Elle veut qu'on se souvienne de lui non seulement comme d'un héros, mais comme d'un homme, avec ses hésitations, ses doutes, ses colères. Elle lutte contre une sorte de pétrification, la tendance à figer Jean Moulin en statue, en nom de lycée, en plaque de rue, car la France, dans l'euphorie de la libération, a besoin de figures pures, sans ombre. Et Jean, mort sans avoir eu le temps d'échouer, sans avoir eu le temps de décevoir, s'y prête trop bien. On gomme ce qui dérange, on simplifie. On parle peu de ses débuts comme préfet, de ses compromis administratifs avant-guerre, de ses interrogations. On ne retient que la verticale héroïque, le refus de signer un mensonge à Chartres, le parachutage, le CNR, le silence sous la torture. Les années passent. En 1964, la République décide de faire de lui plus qu'un symbole, un mythe national assumé. On organise la translation de ses cendres, ou plutôt d'un cercueil symbolique, car son corps n'a jamais été retrouvé. Au Panthéon, à Paris, ce temple laïque des grands hommes ouvre ses portes à celui qui n'a jamais connu ni ministère, ni tribune officielle. Le 19 décembre, il fait froid. Une foule dense s'est massée sur la montagne Sainte-Geneviève. À l'intérieur, les caméras de télévision captent chaque geste. De Gaulle, maintenant président de la République, descend lentement les marches, silhouette massive, visage fermé. Il s'arrête devant le cercueil drapé de tricolores, entouré de résistants vieillissants, certains en uniforme, d'autres avec leurs médailles sur la poitrine, puis sa voix, grave, résonne dans la nef. « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège !» Il évoque les fusillés, les déportés, les suppliciés, tous ceux qui n'ont pas eu de panthéon, pas même une tombe. Il rappelle Chartres, Londres, Lyon, Caluire. Il parle de ce fonctionnaire qui a choisi la clandestinité, de cet homme qui a uni les Français les plus opposés pour leur faire préparer, ensemble, une république nouvelle. Ce jour-là, devant des millions de téléspectateurs, Jean Moulin cesse d'être seulement un homme. Il devient un récit que l'on transmettra dans les écoles, dans les manuels, dans les films, dans les discours. Le préfet torturé, le résistant unificateur, le martyr silencieux. Un visage pour une résistance souvent multiple, contradictoire, parfois conflictuelle. Mais la mémoire n'est jamais complètement paisible. Des débats surgissent. Certains anciens résistants contestent la place centrale qu'on lui donne, rappelant qu'il n'a pas été seul, qu'il y a eu d'autres héros, d'autres martyrs. Des historiens fouillent les archives, questionnent les versions établies. On discute du rôle exact des uns et des autres, des tensions internes, des zones d'ombre. Et, comme un contre-champ tardif, un autre procès ravive encore l'ombre de Jean Moulin, celui de Klaus Barbie, en 1987, à Lyon. 44 ans après la mort de Max, son tortionnaire présumé est assis dans le box des accusés. Vieilli, mais arrogant, refusant les remords, des témoins viennent raconter Montluc, les caves, les interrogatoires. On évoque la réunion de Caluire, les cris, le silence. Le nom de Jean Moulin revient encore et encore comme un reproche, comme une accusation au-delà du doc. À travers ce procès, la France se regarde dans un miroir difficile. Elle se confronte à ses propres compromissions, à la collaboration policière, administrative, judiciaire. Le visage de Barbie, impassible, renvoie, en négatif, l'image de Jean, brisé mais inflexible. Entre ces deux destins, il y a tout un pays qui cherche encore à comprendre ce qu'il a été. Aujourd'hui, quand on prononce le nom de Jean Moulin, on voit souvent un dessin, celui de ce profil stylisé, avec le chapeau mou, l'écharpe, les lunettes. Une silhouette presque élégante, qui masque mal les fractures d'os, les nuits de cellules, le wagon sans retour. On oublie parfois qu'il fut aussi un préfet, un fils, un frère, un amateur d'art, un homme qui aimait la vie, le dessin, les conversations, les plaisanteries. On oublie qu'il aurait sans doute préféré rester vivant, voir la libération, débattre de politique, peut-être se disputer avec de Gaulle sur la forme de la République. Mais il n'a pas eu ce luxe. À partir du jour où il a refusé de signer le mensonge à Chartres, son temps s'est mis à compter autrement. Chaque décision l'a rapproché de ce mur blanc, de cette cellule sans fenêtre, de ce wagon. Et dans ce temps rétréci, il a choisi méthodiquement, obstinément, de ne jamais sacrifier les autres pour se sauver lui-même.
C'est peut-être là, au-delà des statuts et des cérémonies, le cœur de son héritage. Un homme qui, face à un État qui trahissait ses principes, a décidé d'en inventer un autre, clandestin, fragile, mais fidèle à l'idée qu'il se faisait de la France. Un homme qui a utilisé les armes de l'administration, l'organisation, la méthode, la patience, pour nourrir la résistance au lieu de l'étouffer. Un homme qui a considéré que quelques années de vie worth moins que la survie d'un espoir collectif. Le train où il a rendu son dernier souffle a disparu dans les brouillards de l'histoire. On ne saura jamais sur quel paysage se sont fermés ses yeux, mais on sait ce qui, depuis, a surgi sur cette voie. Une république qui, malgré ses défauts, porte en elle une part de ce qu'il avait esquissé dans l'ombre. Tant qu'il y aura, dans ce pays, des gens pour s'indigner, pour rassembler au lieu de fracturer, pour préférer le courage discret au grand discours, le nom de Jean Moulin ne sera pas seulement gravé sur une pierre, il continuera de marcher, quelque part, dans notre manière de comprendre ce que signifie vraiment le mot France.